Mes parents ont ignoré mon mariage. Mais en voyant mon Alpine à 100K € sur Instagram, maman a appelé, il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. Alors je suis venue. Avec une surprise. Ils n'ont pas simplement décliné l'invitation. Ils l'ont ignorée. Complètement. Pas un appel, pas un texto, pas une excuse bidon. Juste 3 chaises vides, au premier rang, qui me fixaient pendant que j'échangeais mes vœux avec Bastien, l'homme de ma vie. 3 chaises vides qui criaient plus fort que la musique, plus fort que les rires des 90 invités. Mais quand ils ont vu mon Alpine bleu métallisé à 100 000 € sur Instagram, 2 ans plus tard, le téléphone a enfin sonné. La voix de ma mère était tendue, comme une corde de violon trop serrée. Aliénor. Il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. C'est urgent. Je suis venue. Oh, oui. J'ai fait les 3 heures de route depuis Paris. Mais je ne suis pas venue les mains vides. J'ai apporté une surprise. Une surprise à 15 millions d'euros. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, vous n'allez pas le croire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une tradition que j'aime bien. Laissez-moi un commentaire pour me dire dans quelle ville ou quel pays vous vous trouvez, et quelle heure il est chez vous. De Paris à Marseille, de Montréal à Bruxelles, c'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Mon histoire commence bien avant ces chaises vides. Elle commence à Angers, dans une maison de banlieue ordinaire, mais où l'air était toujours chargé d'une attente. L'attente du prochain triomphe de mon frère aîné, Amaury. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je m'appelle Aliénor. Et je me souviens de l'odeur de cette maison. Un mélange de laque pour cheveux de ma mère, Brigitte, et de la sueur des kimonos de judo de mon frère. Amaury était l'héritier, le futur de la famille, comme disait mon père, Hervé. Il était grand, bruyant, et tout ce qu'il faisait était important. Sa voix résonnait dans les couloirs. Ses besoins passaient avant tout. Moi, j'étais, juste Aliénor. La seconde. La silencieuse. La fille, sans histoire. Celle qui dessinait en secret dans les marges de ses cahiers, celle qui ne coûtait pas cher, celle qui ne faisait pas de vagues. Notre salon était un sanctuaire dédié à Amaury. Le « mur de la renommée », comme l'appelait fièrement mon père. Il était couvert de ses médailles de judo, de ses diplômes sportifs, de photos de lui sur le podium, le poing levé. Je me souviens de mon père, passant des heures le dimanche matin à astiquer les coupes avec un chiffon doux, à réorganiser les trophées pour que la lumière du soleil les frappe juste comme il faut. C'était un rituel sacré. J'avais 12 ans. J'avais passé 6 mois sur un seul dessin. Un paysage détaillé des bords de la Loire au crépuscule. Mon professeur d'art, Monsieur Dubois, un homme que je respectais profondément, l'avait inscrit au concours de dessin de la ville d'Angers sans même me le dire. Un mercredi après-midi, il m'a appelé. J'avais gagné. Le premier prix, toute catégorie. J'étais tellement fière. Je n'avais jamais rien gagné de ma vie. J'ai couru à la maison, mon ruban tricolore épinglé sur mon pull, le dessin encadré sous le bras. J'avais l'impression de flotter. J'ai trouvé mon père dans le salon, en train de lire le Courrier de l'Ouest, comme tous les soirs. Amaury était à côté, mangeant bruyamment un paquet de gâteaux. Papa! Papa, regarde! J'ai gagné! Le premier prix de la ville. Il a à peine levé les yeux de son journal. J'ai vu son regard glisser sur mon dessin et revenir à ses articles de sport. Il a juste grogné un « c'est bien ». C'est bien. Puis, il a tourné la page. Amaury a eu sa ceinture noire aujourd'hui. Il passe en compétition nationale. Ça, c'est l'avenir. Mon cœur, qui battait si fort, s'est contracté. Douloureusement. J'ai cherché le regard de ma mère. Elle était dans la cuisine, préparant le dîner. Maman? Tu as vu? Elle a jeté un œil par-dessus son épaule. Oh, c'est joli, ma chérie, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. C'est mignon. Mais tu sais, le dessin, c'est bien pour une fille. Ça t'occupe l'esprit. J'ai insisté. On peut l'accrocher. Peut-être à côté. Elle m'a coupé la parole, d'une voix soudainement agacée. L'accrocher? Où ça?
Il n'y a pas de place sur le mur, Aliénor. Amaury a encore ramené une coupe ce week-end, et ton père ne sait plus où la mettre. Ne sois pas égoïste. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans leur chambre. Elle est trop sensible, cette petite, disait ma mère. Elle ferait mieux de se concentrer sur des choses utiles. Comme des études de comptabilité. Le lendemain, mon dessin n'était plus sur la table de la cuisine. J'ai paniqué. Je l'ai cherché partout. Finalement, je l'ai trouvé. Ma mère l'avait rangé. Dans une vieille boîte en carton, au fond du grenier. Sous une pile de couvertures mitées et de vieux vêtements d'Amaury. Je me suis assise là, dans la poussière, l'odeur de naphtaline me piquant les yeux. Et j'ai pleuré. En silence. J'ai pleuré sur mon dessin, sur mon ruban tricolore, sur l'injustice de tout cela. Il ne savait pas que cette boîte. Ce grenier. Cet acte de mépris. Ce n'était pas une fin. C'était le début. Il venait, sans le savoir, de me donner mon sanctuaire. Car c'est dans cette boîte que j'ai commencé à cacher tous mes vrais dessins. Tous mes espoirs. Toute ma rage. Tout ce que j'étais. Et c'est cette boîte qui, bien des années plus tard, allait devenir la pierre angulaire de ma nouvelle vie, et le symbole de ma vengeance. À 18 ans, un miracle s'est produit. Une lettre. Une lettre épaisse, au papier texturé, avec l'entête prestigieux des Beaux-Arts de Paris. J'avais envoyé mon dossier en cachette, en utilisant l'adresse d'une amie. J'étais acceptée. Pas juste admise. Acceptée avec les félicitations du jury pour mon portfolio. Le portfolio que j'avais constitué en secret, dans la poussière du grenier. J'ai descendu les escaliers, mais cette fois, je ne courais pas. J'étais terrifiée. C'était ma seule chance. Ma seule porte de sortie. Je savais que j'allais devoir me battre pour la franchir. Je les ai trouvés dans la cuisine, comme toujours. Le trio infernal. Hervé, mon père, lisait ses relevés bancaires. Amaury, 20 ans, se servait une portion gargantuesque de pâtes. Brigitte, ma mère, coupait des légumes avec une précision mécanique. J'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai commencé, ma voix était étonnamment stable. La peur me donnait une sorte de clarté. J'ai été acceptée aux Beaux-Arts. À Paris. Le silence qui a suivi fut assourdissant. On n'entendait que le couteau de ma mère qui tapait contre la planche à découper. Clac. 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 Amaury a été le premier à éclater de rire, la bouche pleine de nourriture. Paris? Les Beaux-Arts? Mais t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Peindre des fruits morts ou finir sur le trottoir? Mon père a levé les yeux de ses papiers. Son regard était glacial. Il n'y avait aucune fierté. Juste du calcul. Et ça coûte combien, cette école? J'ai dégluti. C'est une école publique, papa. Les frais de scolarité sont minimes. Mais, il y a le matériel. Et le logement à Paris. J'ai calculé. J'aurais besoin que vous vous portiez garant. Juste pour un prêt étudiant de 5 000 €. Pour démarrer. Je travaillerai, je promets. Ma voix s'est éteinte. Mon père a tapé du poing sur la table. La vaisselle a tremblé. Pas un centime. Sa voix a fait vibrer les murs. Tu m'entends? Pas un centime. Tout notre argent, tous nos sacrifices, sont pour l'entreprise et pour l'avenir d'Amaury. Son club de judo coûte une fortune. Il va reprendre l'affaire familiale. C'est lui, l'investissement. Toi? Une école d'art? C'est une plaisanterie. Un caprice. Ma mère a posé son couteau. Elle s'est essuyé les mains. Aliénor, sois raisonnable, a-t-elle dit de cette voix faussement douce qui était sa pire arme. Ton père a raison. C'est un monde de requins là-bas. Reste ici. Tu peux faire des études de comptabilité à l'université d'Angers. C'est sûr. C'est stable. Tu pourras aider ton frère avec les comptes. Aider Amaury, j'ai répété, le cœur brisé. Ce n'était plus du mépris. C'était un sabotage délibéré de mon avenir pour servir le leur. Cette nuit-là,
J'ai pris ma décision. J'ai fait ma valise. Une seule. J'ai pris les 200 € que j'avais économisés en faisant du babysitting. J'ai vidé la boîte en carton du grenier, j'ai mis mes meilleurs dessins dans un carton à dessin. À 4 heures du matin, alors que la maison était endormie, je suis partie. J'ai marché jusqu'à la gare. J'ai pris le premier train pour Paris. Je n'ai pas laissé de mots. À quoi bon? Il ne l'aurait pas lu. Ma vie à Paris? Mon Dieu, ce fut brutal. Je n'avais rien. Personne. J'ai trouvé ce qu'on appelle une chambre de bonne. 9 mètres carrés. Au 7e étage sans ascenseur. Les toilettes étaient sur le palier, partagées avec 10 autres personnes. L'hiver, le givre se formait à l'intérieur de ma fenêtre. Je pouvais voir mon souffle dans mon propre lit. J'ai menti sur mon âge pour trouver du travail. Serveuse dans un bistrot bruyant le soir, où les clients me traitaient comme un meuble. Femme de ménage dans des bureaux chics le matin, à l'aube, où je nettoyais les toilettes de gens qui gagnaient en 1 heure ce que je gagnais en 1 semaine. Et entre les deux, j'allais aux Beaux-Arts. J'étais épuisée. J'avais faim. Je dessinais avec une rage, une urgence que les autres étudiants, soutenus par leurs parents, ne pouvaient pas comprendre. Je dessinais ma colère, ma faim, ma solitude. Et c'est là, dans le froid glacial de la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'allais plus pour avoir chaud que pour étudier, que j'ai rencontré Bastien. Il était étudiant en ingénierie informatique à la Sorbonne. Il était calme, brillant, et il avait les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus. Il ne m'a pas dragué. Il a juste regardé par-dessus mon épaule ce que je dessinais sur un coin de table. J'ai fermé mon carnet, honteuse. Attendez, il a dit doucement. S'il vous plaît. C'est phénoménal. La perspective, la lumière. C'est vous qui faites ça. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a vu. Bastien est devenu mon rocher. Mon partenaire. Mon plus grand fan. Il m'apportait des sandwichs à la bibliothèque. Il m'a appris les bases du codage pour un projet artistique. Je lui ai appris à voir le monde en couleur et en forme. Ma famille? Pendant les 6 premiers mois, je n'ai pas eu un seul appel. Pas un texto. Finalement, rongée par une culpabilité stupide, j'ai appelé ma mère. Sa première phrase n'a pas été « Tu nous manques » ou « Où es-tu » ? Ça va ? Sa première phrase a été « Ah, Aliénor. Tu tombes bien. Tu sais, ton frère s'est fiancé avec Mathilde. On est très occupé par les préparatifs. » J'ai raccroché. Je n'étais pas juste partie. J'avais été effacée. J'avais trouvé un homme qui croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'à Angers, ma famille ne s'était même pas rendu compte de mon absence. Ils l'avaient juste accepté. Les années ont passé. Des années de travail acharné, de sacrifices inimaginables, mais aussi de joie pure. Bastien et moi, nous étions devenus une équipe. Nous avons obtenu nos diplômes. Nous avons trouvé nos premiers vrais emplois. Nous avons emménagé dans un 2 pièces minuscule mais qui était notre chez nous. Nous avons construit notre vie à Paris, brique par brique, loin de l'ombre étouffante d'Angers. Quand Bastien m'a demandé en mariage, j'avais 28 ans. Ce n'était pas au sommet de la Tour Eiffel. C'était un mardi soir, dans notre cuisine. Nous étions épuisés. Nous venions de passer 6 mois à travailler sur le prototype d'une idée folle. Il s'est juste tourné vers moi, les mains couvertes de sauce tomate, et il m'a dit « Je ne peux plus imaginer une seule journée sans toi. Épouse-moi, Aliénor. » J'ai pleuré de bonheur. C'était réel. J'allais avoir ma propre famille. Une famille que j'avais choisie. Et pourtant, malgré tout le mal qu'il m'avait fait, malgré le silence, le mépris, les années d'indifférence, une partie stupide de moi, la petite fille de 12 ans avec son dessin, espérait encore. C'est une chose terrible, l'espoir. C'est une blessure qui refuse de guérir. J'espérais que mon mariage serait l'événement qui, enfin, les ferait réagir. Qui leur ferait réaliser qu'ils avaient une fille. Une fille qui allait se marier. Je les ai appelés. J'ai appelé ma mère. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone.
Maman? C'est Aliénor. J'ai une grande nouvelle. Bastien et moi, on va se marier. Long silence à l'autre bout du fil. Si long que j'ai cru qu'elle avait raccroché. J'entendais le son étouffé de la télévision chez eux, le journal de 20 heures. Puis, sa voix, plate, dénuée de toute émotion. Oh. Juste oh. Pas de félicitations. Pas de je suis heureuse pour toi. C'est bien. Tu as choisi qui, alors? Bastien, maman. Je t'en parle depuis 6 ans. L'ingénieur. Ah, oui. L'informaticien. Bon. Un autre silence. J'espère que tu ne comptes pas te marier au printemps. Tu sais bien qu'Amaury lance sa nouvelle branche de l'entreprise. On sera très, très pris. Ton père est très stressé. Mon cœur s'est glacé. Même mon mariage devait passer après le travail de mon frère. Non, j'ai dit, la voix brisée. On pense à septembre. En Provence, près d'Aix. La Provence? Mais pourquoi si loin? C'est cher, la Provence. Et puis, c'est en pleine période des comptes pour ton père. Enfin, tu fais comme tu veux. Il faut que je te laisse, le dîner va brûler. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, hébété. J'ai quand même envoyé les invitations. Des cartons magnifiques, couleur crème, que j'avais dessinés moi-même. Une aquarelle de champs de lavande. J'ai passé une fortune en timbres. J'ai envoyé celle de mes parents et celle d'Amaury et Mathilde en recommandé avec accusé de réception. Je n'ai jamais reçu le coupon réponse. Le matin de mon mariage. J'étais dans ce mas provençal magnifique, le mas de la rose. Le soleil brillait. L'air sentait la lavande et le thym. J'étais entourée des parents de Bastien, des gens merveilleux qui me traitaient comme leur propre fille, et de nos amis de Paris. J'étais en train de me faire coiffer. Ma robe était sublime. J'aurais dû être la femme la plus heureuse du monde. Mais mes mains tremblaient. J'ai pris mon téléphone. Un dernier geste désespéré. Un dernier appel à la petite fille en moi. J'ai écrit un texto à ma mère. Le mariage est à 16 heures. Il y a toujours 3 chaises pour vous au premier rang. J'espère encore. Je vous aime. J'ai regardé l'écran. La tension était si forte que j'ai cru que j'allais vomir. Puis, c'est apparu. Vu. La mention « Vu » est apparue sous mon message. Elle l'avait lu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attendu. J'ai fixé le téléphone, priant pour que les 3 petits points de la réponse apparaissent. 1 minute. 10 minutes. 1 heure. Rien. Absolument rien. Pas de réponse. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas parce qu'ils étaient occupés. C'était un choix. Un choix conscient, délibéré, de m'effacer. Avant de vous raconter la suite, et comment ma vie a basculé après ce jour, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà espéré jusqu'à la dernière seconde, même quand vous saviez au fond de vous que c'était inutile? Avez-vous déjà ressenti cette douleur, ce mélange atroce d'espoir et de trahison? Mettez un like si vous comprenez ce que j'ai ressenti à ce moment précis, en regardant ce « vu » silencieux. J'ai marché dans l'allée au bras du père de Bastien. J'ai vu les 90 invités. J'ai vu Bastien, les larmes aux yeux, qui m'attendait. Et j'ai vu ces 3 chaises vides. Elles étaient là, béantes. Un trou noir au milieu de tout ce bonheur. Pendant la réception, ma meilleure amie Corinne a levé son verre. À Aliénor et Bastien. Et à la famille qu'on choisit, qui est souvent plus forte que celle où l'on est. Tout le monde a applaudi. J'ai ri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Définitivement. La petite fille qui espérait était morte. Et à sa place, quelque chose d'autre, de plus dur, de plus froid, commençait à grandir. 2 ans. 2 années se sont écoulées depuis mon mariage. 2 années de silence radio total avec Angers. Pas un appel pour mon anniversaire. Pas une carte de Noël. Rien. Et honnêtement, après la douleur aiguë des chaises vides, ce silence était presque un soulagement. C'était propre.
Bastien et moi, nous n'avons pas passé ces 2 années à pleurer. Nous avons pleuré le soir du mariage, et puis le lendemain, nous avons pris une décision. Nous n'allions pas les laisser gagner. Nous n'allions pas laisser leur haine définir notre bonheur. Nous avons canalisé toute cette douleur, toute cette rage, dans notre projet. L'idée m'était venue en regardant mes vieux dessins, ceux de la boîte du grenier. Des dessins pleins de couches, d'histoires cachées, de repentir. Et si on pouvait faire ça avec les vrais tableaux? Si on pouvait utiliser la technologie pour voir ce qui se cache sous la peinture? Révéler les secrets des artistes? J'en ai parlé à Bastien. Lui, l'ingénieur de génie, ses yeux se sont illuminés. Nous avons appelé notre start-up Artvisit. Nous avons démissionné de nos emplois respectifs. C'était terrifiant. Nous avons investi toutes nos économies, le peu que nous avions. Nous avons transformé notre 2 pièces en quartier général. Le salon était rempli de serveurs. La chambre était notre bureau. Pendant 1 an et demi, nous avons vécu de pâte au beurre et de café filtre bon marché. Je m'occupais de la partie créative, des relations avec les musées. Obtenir les autorisations du Louvre, d'Orsay, ce fut un combat de tous les instants. Bastien dirigeait la partie technique, le codage, le développement de l'application de réalité augmentée. Nous avons essuyé 50, peut-être 60 refus d'investisseurs. Le marché de l'art est un marché de niche, madame. La réalité augmentée? C'est un gadget. Ça ne marchera jamais. Vous êtes trop jeune. Vous n'avez pas d'expérience. Un investisseur particulièrement odieux m'a même ri au nez. Retournez dessiner dans votre chambre, ma petite. J'ai failli abandonner. 1000 fois. Et puis, je me suis souvenu d'un appel que j'avais eu avec un oncle éloigné, peu après mon mariage. Il avait parlé à mon père. Alors, Aliénor, m'avait-il dit d'un ton condescendant, ton père m'a dit que tu bricolais des jeux vidéo à Paris. C'est amusant. Mais tu sais, Amaury, lui, il fait des choses sérieuses. Il développe l'entreprise. Des choses sérieuses. Cette phrase est devenue mon mantra. Mon carburant. La 6e année de ma vie à Paris, Artvisit a été lancée officiellement lors d'une conférence de presse au musée du Louvre. L'application permettait aux visiteurs de pointer leur téléphone vers la Joconde et de voir les analyses scientifiques, les couches de peinture sous-jacentes, les croquis préparatoires de Léonard, le tout en réalité augmentée. On pouvait voir les changements de décision de l'artiste, comme si on était dans son atelier. Ce fut une explosion. Une déferlante. En 6 mois, Artvisit était l'application culturelle la plus téléchargée en Europe. Le New York Times a fait un article de 2 pages. Le journal de 20 heures de TF1 a fait un reportage. Tous les musées du monde nous voulaient. Et puis, les grosses entreprises ont commencé à appeler. Pas les investisseurs français qui nous avaient ri au nez. Les géants. Google. Microsoft. Apple. Un matin de mars, pluvieux et gris, nous étions dans notre vrai bureau. Des locaux magnifiques à la Défense, avec une vue imprenable sur tout Paris. Une offre est arrivée. Une offre d'une des plus grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley. Ils ne voulaient pas investir. Ils voulaient acheter. Le chiffre avait tellement de zéros que j'ai cru à une erreur de frappe. 20 millions d'euros. 20 millions. J'ai regardé Bastien. Bastien m'a regardé. Nous n'avons pas ri. Nous étions trop fatigués. Nous nous sommes juste pris dans les bras. Nous avons vendu. La fête qui a suivi fut mémorable. Le champagne le plus cher coulait à flots. Notre petite équipe de 10 personnes, qui avait cru en nous, pleurait de joie. Cette nuit-là, Bastien m'a prise dans ses bras sur le balcon de notre nouvel appartement, un duplex incroyable avec vue sur la Seine. Tu as réussi, Aliénor. Tu l'as fait. J'ai posé ma tête sur son épaule. J'avais 30 ans. J'étais multimillionnaire. J'avais un mari que j'adorais. J'avais tout construit moi-même. J'aurais dû être en paix. Mais en regardant les lumières de Paris, je savais qu'il manquait quelque chose. Il manquait une chose pour que l'histoire soit complète. Il manquait un dernier chapitre. Un épilogue. Il manquait une conversation finale avec Angers.
L'argent est une chose étrange. Quand vous n'en avez pas, il occupe toutes vos pensées. Quand vous en avez soudainement beaucoup, il crée un vide. Un vide qu'il faut combler avec du sens. Je n'ai pas acheté de sac à main hors de prix ou de bijoux extravagants. J'ai fait une chose. Une seule. Mais elle était symbolique. Je suis allé chez le concessionnaire Alpine, sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. J'ai acheté la 110. La nouvelle. La légende française. Je l'ai choisie en bleu Alpine, ce bleu électrique qui vibre, qui hurle la vie. Pourquoi cette voiture? Pas une Porsche. Pas une Ferrari. Une Alpine. Parce que mon père avait toujours juré par les berlines allemandes grises. Mercedes. BMW. Du solide, disait-il. Du sérieux. Il disait que les voitures de sport françaises étaient, futiles, des jouets pour frimeurs qui n'ont rien compris à la vie. C'était mon jouet. Ma futilité. Ma revanche silencieuse. 100 000 € de futilité. Une semaine plus tard, j'ai fait quelque chose de très calculé. J'ai un compte Instagram, très privé, où je poste juste des photos d'art, des inspirations. Je savais, par une cousine éloignée avec qui j'avais gardé un contact minimal, que ma mère y jetait parfois un œil. Juste pour surveiller. J'ai posté une seule photo. L'Alpine, garée devant notre magnifique immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Le bleu de la voiture contrastait avec la pierre de taille. En légende, j'ai écrit « Travailler dur et transformer les rêves futiles en réalité ». Fier de ce que nous avons construit, Bastien et moi. Puis, j'ai attendu. Ce fut un jeu de patience. Un jour. Rien. 2 jours. Silence total. J'ai commencé à me dire que, peut-être, elles avaient coupé les ponts pour de bon. Le 3e jour, à 11h du matin, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Indicatif 02. Angers. Mon cœur n'a pas bondi. Il n'a pas eu peur. Il est devenu lourd, comme une pierre de granit. Froid. J'ai décroché. Allô? Un silence. Une respiration. Puis, la voix de ma mère. Une voix que je n'avais pas entendue depuis 2 ans. Une voix que je connaissais par cœur. La voix mielleuse, faussement douce, qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Aliénor? Ma chérie. C'est maman. Ma chérie. Le mot sonnait tellement faux qu'il m'a donné la nausée. Bonjour, maman, j'ai répondu, ma voix neutre, polie. Oh, Aliénor, quelle joie de t'entendre. Comment vas-tu? Tu as l'air en forme. J'ai vu une photo, une belle voiture. Je vais bien, merci. Elle a continué à parler, un monologue nerveux sur la pluie, le beau temps, ses rhumatismes. Une tentative pathétique de créer une normalité qui n'avait jamais existé. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je savais que ça venait. Écoute, Aliénor. Sa voix s'est soudainement resserrée. Fini la douceur. Ton père et moi, on s'inquiète. Ah oui? À quel sujet? Eh bien, c'est à propos d'Amaury. Il ne va pas très bien. L'entreprise, c'est compliqué. Elle s'est arrêtée, attendant que je pose une question. Je n'ai rien dit. Nous avons besoin de parler, a-t-elle lâché. En famille. Tous ensemble. C'est important. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La tour Eiffel scintillait au loin, même en plein jour. En famille, j'ai répété, le mot sonnant comme une insulte. C'est nouveau, ça. Aliénor, ne sois pas comme ça, a-t-elle dit, sa voix commençant à s'irriter. C'est sérieux. Demain? À la maison, à Angers. C'est urgent. Urgent. Le mot magique. Le mot de la panique. Le déclic s'est fait dans mon esprit avec une clarté absolue. Ce n'était pas la photo. Ce n'était pas la voiture. C'était l'argent. Ils avaient fait le calcul. Ils avaient vu la vente d'art visite dans la presse économique. La voiture n'était que la confirmation visuelle, la preuve qu'ils pouvaient voir. Ils n'appelaient pas leur fille. Ils appelaient leur banque.
Un calme glacial m'a envahi. La petite fille de 12 ans a disparu. La jeune mariée de 28 ans a disparu. La femme de 30 ans, PDG millionnaire, a pris le contrôle. D'accord, maman, j'ai dit, ma voix soudainement assurée, tranchante. Je serai là. Demain, 14 heures. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon doigt n'a pas tremblé. Je n'ai pas appelé Bastien. Pas tout de suite. J'ai composé un autre numéro. Celui de Corinne. Mon avocate. La femme brillante qui avait géré la vente de l'entreprise. Corinne? C'est Aliénor. J'ai besoin de vous. Je vous écoute. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils m'ont appelé. Réunion de famille demain. Un silence. Puis la voix de Corinne, admirative. Parfait. Je prépare les statuts de la fondation? Oui, j'ai dit en regardant la photo de mon Alpine sur mon écran. Finalisez les statuts de la Fondation Aliénor. Et préparez-vous pour le spectacle. Je crois que ça va être mémorable. Ma mère pensait que j'étais toujours la petite fille qui dessinait en cachette dans le grenier. Elle ne savait pas que la personne qui allait prendre l'autoroute le lendemain était une personne complètement différente. Une personne qui, cette fois, était prête pour la guerre. Le lendemain matin, je n'ai pas choisi ma tenue. Je l'ai sélectionnée. Comme un général choisit son uniforme avant la bataille. Pas une robe. Pas de couleur douce. Un tailleur-pantalon. Noir. Une coupe impeccable de chez Saint-Laurent. Une chemise en soie blanche. Des talons aiguilles de 10 cm, noirs, qui claquaient sur le parquet. Mes cheveux tirés en un chignon si serré qu'ils m'en faisaient mal au crâne. Pas de bijoux, à part ma bague de mariage et une montre discrète mais chère. C'était mon armure. Bastien m'a tendu un café, le visage grave. Tu es sûr de vouloir y aller seul? Je peux venir. Je peux rester dans la voiture. J'ai posé ma main sur sa joue. C'est mon combat, Bastien. C'est à moi de le terminer. Je t'appelle dès que c'est fini. Il m'a serré fort dans ses bras. Alors, détruis-les, Aliénor. Je vais faire mieux que ça, j'ai murmuré. Je vais leur montrer qui je suis. Je n'ai pas pris le train. J'ai pris l'Alpine. 3 heures de route. 3 heures sur l'autoroute A11, Paris-Angers. Le ciel était bas, d'un gris de plomb. La radio diffusait une musique pop insipide, mais je ne l'entendais pas. J'étais dans un tunnel. Mes mains serraient le volant en cuir. Elles ne tremblaient pas. C'était étrange. J'étais concentré. Chaque kilomètre me rapprochait de mon passé. Chaque panneau, Angers, 100 km, Angers, 50 km, était comme un coup de poing dans l'estomac. Je revoyais le visage de mon père me disant, pas un centime. Je revoyais le rire moqueur d'Amaury, tu vas finir sur le trottoir. Je revoyais la mention, vue, sur mon téléphone le jour de mon mariage. J'ai failli faire demi-tour. À mi-chemin, près du Mans, une vague de panique m'a submergée. À quoi bon? Pourquoi m'infliger ça? J'ai tout. J'ai l'argent. J'ai l'amour. Pourquoi retourner dans cette fosse aux serpents? Et puis, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur. J'ai vu mes yeux. Ils n'étaient plus ceux de la petite fille effrayée. Ils étaient froids. Déterminés. Non. Je n'y allais pas pour eux. J'y allais pour moi. Je le faisais pour la petite fille de 12 ans dont on avait jeté le dessin au grenier. Je le faisais pour la jeune femme de 28 ans qui avait fixé 3 chaises vides. J'y allais pour clore le chapitre. Définitivement. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur de l'Alpine a rugi. 13h50, j'ai tourné dans la rue de mon enfance. La rue où je m'étais juré de ne jamais revenir. Rien n'avait changé. Les mêmes maisons de banlieue tristes. Les mêmes jardins trop bien entretenus. Et puis, la maison. Ma maison. Mon cœur s'est serré. Elle était petite. Tellement plus petite que dans mes souvenirs. La peinture des volets s'écaillait. Le jardin, autrefois la fierté de ma mère, était négligé. Les mauvaises herbes poussaient entre les dalles.
Le déclin était visible. J'ai garé l'Alpine juste devant. Le bleu électrique de la voiture hurlait sa réussite face au gris terne de la façade. J'ai coupé le moteur. Avant même que je ne puisse défaire ma ceinture, la porte d'entrée s'est ouverte. Ce n'était ni mon père, ni ma mère. C'était Mathilde. La femme d'Amaury. Elle est sortie sur le porche, un sourire faux, presque grimaçant, plaqué sur le visage. Elle tenait par la main mes deux nièces, des petites filles de 4 et 6 ans que j'avais dû voir une fois dans ma vie. Aliénor. Quelle voiture magnifique. Tu es enfin de retour parmi nous. Elle s'est approchée, m'a fait une bise que j'ai à peine esquivée. L'odeur de son parfum bon marché, trop sucré, m'a agressée. Les filles, a-t-elle dit d'une voix chantante. Dites bonjour à Tati Aliénor. Les deux petites m'ont regardée avec de grands yeux curieux. Puis Mathilde s'est penchée vers elle, mais elle parlait assez fort pour que je l'entende, pour que tout le voisinage l'entende. Vous voyez, les filles ? C'est Tati. C'est elle la dame très, très riche qui va sauver notre maison. Dites-lui merci. Mon sang s'est glacé. Une manipulation. Grossière. Cruelle. Utiliser ses propres enfants comme bouclier, comme outil de chantage émotionnel. La petite fille en moi aurait fondu en larmes. La femme que j'étais devenue la regardait. Droit dans les yeux. Je n'ai pas souri. Bonjour, Mathilde. Les enfants sont charmants. Mais je crois qu'ils n'ont rien à faire dans une discussion d'adultes. Fais-les rentrer, s'il te plaît. Son sourire a vacillé. Elle a senti l'acier dans ma voix. Elle a bafouillé quelque chose et a poussé les filles à l'intérieur. Je suis sortie de la voiture. Le clac de mes talons sur le trottoir était le seul son. J'ai monté les marches du perron. J'ai pris une grande inspiration. J'ai poussé la porte. L'odeur. La même. Le vieux mélange de cire à bois, de javel, et autre chose. Une odeur de renfermé. Une odeur de peur. Une odeur de désespoir. Ils étaient là. Dans le salon. Assis. Comme un tribunal. Mon père, Hervé, au bout de la table de la salle à manger, à sa place habituelle. Le patriarche sur son trône déchu. Amaury, avachi sur une chaise, le visage bouffi, les yeux fuyants, fixant ses ongles rongés. Et ma mère, Brigitte, debout près de la fenêtre, se tordant les mains. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père a rompu le silence. Sa voix grave, comme du gravier. Aliénor. Tu es en retard. J'ai regardé ma montre. 14h01. Bonjour, papa. Asseyez-vous. Nous avons des affaires à discuter. C'était parti. Le piège était tendu. Je n'ai pas enlevé ma veste. J'ai pris la seule chaise vide, celle qui faisait face à mon père. J'ai posé mon sac à main sur la table. Un sac simple, mais en cuir de la meilleure qualité. Un rappel silencieux de mon nouveau statut. Alors, j'ai commencé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Maman a dit que c'était urgent. Je vous écoute. Hervé, mon père, a joint ses mains sur la table. Il essayait de paraître en contrôle, mais je voyais la veine qui palpitait sur sa tempe. Il n'était plus le patriarche tout-puissant. Il était un homme acculé. Ton frère a des problèmes, a-t-il dit sèchement. Amaury n'a pas levé les yeux. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Lui, l'athlète, le futur de la famille, n'était plus que l'ombre de lui-même. Quel genre de problème, j'ai demandé, en feignant l'ignorance. Des problèmes d'argent, a lâché ma mère depuis la fenêtre. Sa voix tremblait. Ce n'est pas sa faute, tu sais. Le marché, l'économie, tout est si difficile pour les entrepreneurs de nos jours. Les crypto-monnaies, a grogné mon père, coupant court aux jérémiades de ma mère. J'ai haussé un sourcil. Amaury ? Toi ? Dans les cryptos ? Je te pensais plus, judo et béton. Il a enfin relevé la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Ça te fait rire ? Hein ? C'est ça, tu viens te moquer ? J'ai tout perdu. Il n'a pas tout perdu, a corrigé mon père, sa voix dure comme la pierre.
Il a perdu l'argent de l'entreprise. L'entreprise familiale. J'ai lentement tourné la tête vers lui. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a fait un emprunt, a tenté Brigitte. Pour investir. Pour nous tous. Pour notre avenir. Il a pioché dans la caisse, j'ai dit, sans la regarder. C'est ça, n'est-ce pas? Il a volé l'entreprise que papy a construite. C'est plus compliqué, a hurlé Amaury. J'allais tout rembourser. Ça devait monter. Et maintenant, a continué mon père, ignorant l'explosion de son fils, les fournisseurs ne sont plus payés. Les banques nous lâchent. L'URSSAF et le fisc nous envoient des lettres recommandées tous les jours. Ils parlent de faillite. De liquidation. La banque va saisir la maison, a murmuré Mathilde, qui venait d'entrer et se tenait larmoyante derrière son mari. Et notre maison aussi. Tout est lié. Les filles, elles vont se retrouver à la rue. Le tableau était complet. Une gestion désastreuse, de la vanité, de l'incompétence, et maintenant, la panique totale. Je vois, j'ai dit calmement. Mon cœur ne battait même pas plus vite. J'étais étrangement détachée. Et vous attendez quoi de moi? Que je vous donne des conseils financiers? Ce fut le moment. Le grand silence. Mon père m'a regardé. Son regard n'était plus celui d'un père. C'était celui d'un homme d'affaires en détresse, s'adressant à un investisseur de la dernière chance. Il a fait glisser un dossier sur la table. Un dossier préparé par une banque. Nous avons besoin de 500 000 euros. J'ai failli éclater de rire. La somme était si absurde. 500 000 euros. Ce n'est pas un prêt, a ajouté Amaury, d'une voix soudainement agressive, retrouvant un peu de sa superbe d'antan. C'est ton devoir. Tu nages dans l'argent, on l'a vu sur ton Instagram. C'est la famille, non? Tu nous dois bien ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu nous dois bien ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi. La phrase a résonné dans ma tête. J'ai regardé chacun d'entre eux. Hervé, le tyran déchu. Brigitte, la manipulatrice en larmes. Amaury, l'enfant roi devenu un raté. Mathilde, la profiteuse. Vous osez. Vous osez me parler de devoir? Ma voix avait baissé d'un octave. Elle était devenue si froide qu'elle aurait pu geler la pièce. 500 000 euros, j'ai dit en tapotant le dossier avec un ongle. C'est un chiffre intéressant. C'est précis. Je me suis levée. C'est exactement 100 fois plus que les 5 000 euros que je t'avais demandé, papa. Tu te souviens? J'ai marché lentement autour de la table. Les 5 000 euros pour mon prêt étudiant. Les 5 000 euros que tu m'as refusés parce que mes études étaient futiles et que tu gardais tout pour l'avenir d'Amaury. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Ma mère a blêmi. Aliénor, comment peux-tu remuer le passé? C'est méchant. C'est ton frère. C'est ta famille. Ma famille, j'ai répliqué, ma voix montant d'un cran. Où était ma famille quand je crevais de faim dans 9 mètres carrés à Paris? Où était ma famille le jour de mon mariage? Mon père s'est levé d'un coup. Ses joues étaient pourpres. Ça suffit. C'est du passé. On ne t'a pas fait venir pour tes états d'âme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Soit tu signes ce papier et tu sauves cette famille, soit tu n'as plus de famille. Tu n'as plus de famille. La menace ultime. La bombe atomique qu'ils avaient gardée pour la fin. J'ai arrêté ma marche. Je les regardais droit dans les yeux. Et j'ai souri. Plus de famille? Mais papa, ça fait bien longtemps que je n'en ai plus. Je me suis dirigée vers la porte. J'ai besoin de réfléchir. Tu ne vas nulle part, a hurlé Amaury, se levant à son tour, paniqué. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas. J'ai ouvert la porte. Je reviendrai. Demain. À la même heure. J'ai regardé ma mère, qui pleurait à chaudes larmes. Et j'aurai ma réponse. Je suis sortie. J'ai démarré l'Alpine. Le moteur a rugi, un son puissant, vivant, qui a fait vibrer les fenêtres de la vieille maison. Il pensait avoir encore un jour.
Un jour pour espérer. Un jour pour me culpabiliser. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais leur apporter le lendemain. La partie d'échecs venait de commencer. Et j'avais un coup d'avance. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à Angers. Je suis rentré à Paris. J'ai conduit les 3 heures dans le noir, l'adrénaline pompant dans mes veines. J'ai pris une chambre dans le meilleur hôtel de la ville, le Plaza Athénée, sous un faux nom. J'avais besoin de préserver mon armure, de ne pas être contaminé par le passé. J'ai passé des heures au téléphone avec Corinne, mon avocate, et avec Bastien. Bastien était furieux. C'est Jean. C'est incroyable. Tu ne vas pas signer, dis-moi? Non, je lui ai dit, un calme étrangement envahissant. Je vais faire mieux. Corinne, tout est prêt pour demain. Les statuts sont finalisés, signés, et déposés, a répondu la voix efficace de mon avocate. Le compte bancaire de la fondation est ouvert. Le virement initial est fait. Tout est légal. Tout est blindé. Parfait, j'ai dit. Le spectacle peut commencer. Le lendemain, 13h55. J'ai garé l'Alpine au même endroit. Le bleu de la voiture semblait encore plus éclatant sous le ciel gris. J'ai pris ma serviette en cuir noir. Pas un sac à main, aujourd'hui. Une serviette de travail. Mon armure était complète. Je suis entré sans frapper. Ils étaient tous là. Au même endroit. Comme une photo figée de leur propre déchéance. L'atmosphère était électrique, un mélange d'espoir fébrile et de ressentiment contenu. Mathilde était là, cette fois, assise à côté d'Amaury, comme pour s'assurer qu'il ne flanche pas. Alors, a lancé Amaury, incapable de contenir son impatience. Il n'a même pas dit bonjour. Bonjour, j'ai dit poliment. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout, en bout de table. J'ai posé ma serviette. J'ai cliqué sur les fermoirs en laiton. Le son clic-clac a résonné dans le silence. J'ai réfléchi à votre demande de 500 000 €, j'ai commencé. Ma mère a joint les mains en signe de prière. Hervé a hoché la tête, comme si ma coopération était évidente. Mais avant d'en arriver là, j'ai continué, je voulais partager avec vous une nouvelle. Une bonne nouvelle. Puisque nous parlons d'investissements familiaux et d'avenir, point. J'ai sorti un document épais, relié de cuir bleu marine, de ma serviette. Je l'ai fait glisser sur la table en bois poli. Il s'est arrêté juste devant mon père. Hervé a froncé les sourcils. Il a dû chausser ses lunettes de lecture. Il a lu la couverture à voix haute, lentement. Fondation? Aliénor? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, papa. C'est ma nouvelle entreprise. Enfin, ma nouvelle vocation. Amaury s'est arraché de sa chaise pour regarder par-dessus l'épaule de son père. C'est quoi, ce délire? Un autre de tes trucs d'art? C'est un fonds de dotation, j'ai expliqué, ma voix claire et tranchante, comme un scalpel. Une fondation caritative que je viens de créer. Hier. Je l'ai dotée d'un capital initial. J'ai fait une pause. J'ai savouré l'instant. Je les ai regardés un par un. De 15 millions d'euros. 15 millions. Le chiffre est tombé comme une bombe atomique dans le salon. Ma mère a eu un hoquet. 15 millions? Tu as mis 15 millions là-dedans? Mathilde, derrière, a porté la main à sa bouche, ses yeux sortant de leurs orbites. Hervé a blêmi. Il a feuilleté le document, ses mains tremblaient. Oui, j'ai continué. 15 millions d'euros, entièrement provisionnés, qui seront dédiés à une cause qui me tient particulièrement à cœur. Quelle cause? A demandé mon père, sa voix soudainement rauque. J'ai pris une grande inspiration. Cette fondation, la Fondation Aliénor, offrira des bourses d'études complètes, du matériel, un logement à Paris, et un mentorat à de jeunes artistes femmes en France. J'ai fait une pause, et j'ai ajouté, en les regardant droit dans les yeux. Spécifiquement, celles qui viennent de milieux modestes. Celles dont les familles ne croient pas en elles. Celles à qui on a dit que leur art était futile. Celles dont les parents ont préféré investir tout leur argent dans leurs frères. J'ai terminé, dans un murmure glacial,
celle qui me ressemble. Le sang a quitté le visage de ma mère. Amaury est devenu rouge de colère. Tu te fous de nous? C'est une blague? Tu donnes 15 millions à des inconnus? À des étrangères? Ce ne sont pas des étrangères, Amaury. Ce sont les filles que vous avez tout fait pour que je ne devienne pas. C'est monstrueux, a pleuré ma mère. C'est notre argent. L'argent de la famille. Tu ne peux pas faire ça. Non, maman. C'est mon argent. L'argent que j'ai gagné pendant que vous m'ignoriez. Et j'en fais ce que je veux. J'ai sorti une deuxième chose de ma serviette. Un petit enregistreur numérique. J'ai appuyé sur « Record ». La petite lumière rouge s'est allumée. « Qu'est-ce que tu fais ?» a sifflé mon père, paniqué. « J'enregistre. Juste pour le procès-verbal de cette réunion de famille. Pour être sûr que tout le monde comprend bien qui demande quoi. Et qui refuse quoi. Pour la transparence, vous comprenez. » La panique a remplacé la colère dans leurs yeux. « Tu n'as pas le droit », a dit Hervé. Au contraire. Dans une négociation, c'est tout à fait légal si une partie est informée. Vous êtes informé. Ma mère s'est avancée, les mains tendues, comme pour me supplier. Aliénor, ma chérie, éteins ça. On peut discuter. Tu préfères vraiment donner cet argent qui pourrait sauver ton frère, tes nièces, à des petites ingrates qui ne te diront jamais merci? J'ai levé les yeux vers elle. Et j'ai souri. Un sourire sans aucune chaleur. Un sourire que j'avais gardé pour moi pendant 30 ans. Des ingrates? Oh, maman. Parlons-en, de la famille. Et parlons-en, de l'ingratitude. L'enregistreur tournait. Le petit point rouge était le seul point de couleur vive dans cette pièce grise. C'était mon témoin. La famille, j'ai commencé, ma voix calme, presque pédagogique, contrastant avec l'hystérie qui montait chez eux. Parlons-en. Puisque ce mot semble si important pour vous, aujourd'hui. J'ai fait le tour de la table, lentement. Mes talons claquaient sur le vieux parquet. Où était la famille, papa, quand j'ai gagné mon premier prix de dessin à 12 ans? J'ai couru ici, fier comme tout. Tu ne m'as même pas regardé. Tu polissais les trophées d'Amaury. Mon prix, lui, a fini au grenier, jeté par maman comme une vieille chaussette. C'est de l'histoire ancienne, a bégayé Brigitte, les yeux fuyant l'enregistreur. Tu ne vas pas remuer ça. Aussi, j'ai dit. Parce que cette histoire ancienne est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Où était la famille, quand j'ai eu 18 ans? Quand j'ai été acceptée aux Beaux-Arts? J'ai supplié. Pas pour de l'argent. Juste pour une signature. Un garant pour 5 000 euros. 5 000 euros. Vous m'avez ri au nez. Vous m'avez dit que j'étais futile et m'avez conseillé de devenir comptable pour Amaury. On pensait faire au mieux, a crié Hervé, sa voix se brisant. On ne pouvait pas savoir. Non. Vous ne vouliez pas savoir. Vous ne vouliez pas voir. Où était la famille, quand je crevais de faim et de froid dans 9 mètres carrés à Paris pendant des années? Où était-elle quand je mangeais un jour sur 2 pour payer mes études? Un appel? Un seul? Pour Noël? Pour mon anniversaire? Non. Le silence. Le silence total. On était occupés. A commencé Amaury, d'une voix faible. Occupé, j'ai explosé. La fureur, contenue depuis si longtemps, a éclaté. Vous étiez occupé? Parlons de mon mariage. Mon mariage. Je me suis avancée vers ma mère. Elle a reculé d'un pas, heurtant le buffet. Je vous ai envoyé une invitation. En recommandé. J'ai appelé. Et le matin même, maman, le matin même, j'ai envoyé un dernier texto. Je m'en souviens mot pour mot. Je garde vos places. Je vous aime. J'ai hurlé. Vous l'avez lu. Elle a sursauté. Non, Menteuse, j'ai crié. J'ai vu la mention « Vu ». Vous l'avez lu. Vous avez lu le message d'amour de votre fille le jour de son mariage. Et vous avez choisi.
Consciemment. Vous avez choisi de m'ignorer. Vous m'avez laissé marcher vers l'hôtel, seul, devant 90 personnes, avec 3 chaises vides qui hurlaient votre mépris au monde entier. Vous savez la honte? Vous savez l'humiliation? Le silence était total. On n'entendait que les sanglots de ma mère et la respiration sifflante de mon père. Et aujourd'hui, j'ai dit en baissant la voix, un calme mortel remplaçant la fureur. Aujourd'hui, parce que vous avez tout gâché. Parce que l'avenir de la famille s'avère être un joueur incompétent et un voleur. Parce que vous êtes au bord du gouffre. Vous osez prononcer le mot « famille » ? Vous osez me convoquer ? Vous osez me demander 500 000 euros ? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Hervé, mon père, a rassemblé le peu de dignité qui lui restait. Il s'est redressé. Il a tenté le tout pour le tout. Sa dernière carte. La carte de la culpabilité. Le sang est plus épais que l'eau, Aliénor. Tu peux dire ce que tu veux, nous sommes ton sang. C'était sa dernière phrase. Sa dernière tentative. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je n'ai vu que de la pitié. Un vieil homme pathétique, accroché à des proverbes dépassés. C'est vrai, papa. Le sang est plus épais que l'eau. J'ai fait une pause. Mais vous avez passé 30 ans de ma vie à diluer le mien. Vous l'avez tellement coupé à l'eau qu'il ne reste plus rien. Juste de l'eau sale. J'ai arrêté l'enregistrement. Clic, je l'ai rangé dans ma serviette. J'ai rangé les statuts de la fondation. Ma réponse est non. J'ai marché vers la porte. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Amaury, la rage déformant ses traits. Il était terrifiant. Tu vas nous détruire. Tu nous laisses crever. Tu es un monstre. Un monstre. Je me suis arrêté sur le seuil. Je me suis retourné. Non, Amaury. Je ne vous détruis pas. Vous avez fait ça tout seul. Moi? Je me sauve. J'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. En descendant les marches du perron, je les entendais hurler à l'intérieur. Des cris. Des objets qui se cassent. Je suis monté dans mon Alpine. J'ai démarré le moteur. Il a rugi, un son puissant, vivant. J'ai mis la radio. Une chanson de Brel. Et j'ai quitté Angers pour la dernière fois. La suite fut prévisible. La nouvelle de la Fondation Aliénor a fait la une du Monde et du Figaro. La prodige de la tech française rend l'appareil. Mon histoire était partout. L'histoire de la petite fille d'Angers qui avait conquis Paris. Et quand on a une belle histoire, les journalistes aiment gratter. Ils ont commencé à s'intéresser à ma famille à Angers. Ils ont découvert que l'entreprise prospère de mon père était, en fait, au bord du gouffre. Les créanciers d'Amaury, voyant ma fortune étalée dans les journaux, sont devenus plus agressifs. L'URSSAF et le fisc, alertés par le bruit, ont lancé un audit complet. Une semaine après ma visite, ils ont débarqué à Paris. Tous les 3. Ils ont fait un scandale dans le hall de mon immeuble de bureau à La Défense. Elle doit nous aider. C'est sa famille. Elle nous doit tout. Je les ai regardés depuis mon bureau au 30e étage à travers les vitres. Ils semblaient si petits. Si pitoyables. J'ai appelé la sécurité. Faites-les escorter dehors. Poliment, s'il vous plaît. Ils ont été exposés au grand jour, non pas par moi, mais par leur propre cupidité. Mais l'histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Il restait un dernier email. 1 an plus tard. Le soleil inondait les locaux de la Fondation Aliénor. Un magnifique espace de coworking dans le Marais, avec des murs blancs, du parquet ancien, et une énergie créative qui vibrait dans l'air. Nous avions transformé un ancien atelier d'artistes en un lieu de vie et de création. Je n'étais plus PDG d'une start-up. J'étais mentor. Et j'étais heureuse. Vraiment. Je regardais une jeune femme de 19 ans, Léa, qui venait de Dunkerque. Une dessinatrice de génie. Elle me rappelait tellement moi. Elle était en train de pitcher son projet de galerie d'art virtuel à un groupe d'investisseurs que j'avais réuni. Elle tremblait, mais sa voix était pleine de feu. C'est brillant, Léa, je lui ai dit après sa présentation.
Mais tu demandes trop peu. Ton idée vaut le double. N'aie jamais peur de demander ce que tu vaux. Elle m'a souri, les larmes aux yeux. Personne ne m'a jamais dit ça. Dans ma famille, on me dit que j'ai de la chance de vouloir être artiste et pas caissière. Alors habitue-toi, j'ai répondu en lui tendant un mouchoir. Parce que tu vas l'entendre souvent ici. Un an avait tout changé. La fondation aidait déjà sa première promotion de 12 jeunes femmes. 12 aliénors, qui n'auraient pas à se battre seules dans des chambres de bonne. Elles avaient des bourses, des logements décents, et un réseau. Et à Angers? Les nouvelles étaient arrivées, petit à petit, par le biais de cette cousine éloignée. L'audit avait révélé des années de mauvaise gestion et de détournement de fonds de la part d'Hervé pour couvrir les dettes de jeux d'Amaury. L'entreprise familiale a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation. La maison de mon enfance, celle avec le grenier, a été vendue aux enchères pour payer une fraction des dettes. Hervé et Brigitte avaient déménagé dans un petit appartement HLM en périphérie d'Angers. Amaury et Mathilde, eux, avaient perdu leur pavillon. Ils vivaient dans un T2 en banlieue. Amaury, l'ancien champion, l'avenir de la famille, travaillait comme magasinier dans un supermarché. C'était une fin triste. Je mentirais si je disais que ça ne m'avait rien fait. Mais ce n'était pas de la joie. C'était juste un sentiment de gâchis. Un gâchis monumental. Ce matin-là, en buvant mon café en regardant Léa préparer sa prochaine réunion, j'ai ouvert mes emails. Il y en avait un. Un email de ma mère. Le premier en un an. L'objet était simple, famille. J'ai hésité. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton « Supprimer ». J'ai failli le faire. J'ai failli ne jamais savoir. Mais la curiosité. Et peut-être, une dernière, infime particule d'espoir. J'ai cliqué. Ce n'était pas une lettre d'excuse. Ce n'était pas une prise de conscience. C'était la même manipulation, juste, plus désespérée. La même chanson, mais jouée sur un violon cassé. Ma chérie Aliénor, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. Ton père et moi, nous ne vieillissons pas bien. La vie est très dure. L'humidité de l'appartement nous ronge les os. Nous avons fait des erreurs, nous le savons. Nous avons été durs. Mais nous t'aimions, à notre façon. La famille, c'est pour la vie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ton père est un homme brisé. Ton frère est si malheureux. Sa santé se dégrade. Nous n'avons besoin de pas grand-chose. Juste un peu d'aide pour trouver un logement décent. Pour que ton père puisse voir un bon médecin. Nous pourrions tout oublier. Nous pourrions recommencer. Nous pourrions parler. Maman. J'ai lu l'email. Une fois. 2 fois. Il y a 1 an, cet email m'aurait mise en colère. Il y a 5 ans, il m'aurait brisé le cœur. Il y a 10 ans, j'aurais pris le premier train pour Angers. Aujourd'hui, il ne me faisait plus rien. Je ne sentais plus la rage. Je ne sentais plus la douleur. Je ne sentais que le vide. La distance. J'étais libre. Il n'avait toujours pas compris. Il ne comprenait pas que le problème n'avait jamais été l'argent. Le problème, c'était le respect. L'amour. La reconnaissance. J'ai posé mes doigts sur le clavier. J'ai réfléchi à une réponse complexe. À une dernière leçon de morale. J'ai commencé à écrire une longue lettre sur la responsabilité, sur les conséquences. Et puis, j'ai tout effacé. J'ai écrit une seule ligne. Quand vous commencerez une thérapie familiale et que vous m'enverrez la facture, nous pourrons parler. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai fermé l'ordinateur. Bastien est entré à ce moment-là, avec 2 cafés. Il a vu mon visage. Il n'a pas posé de questions. Il a juste posé sa main sur mon épaule. Nous sommes restés là, à regarder le soleil se lever sur les toits de Paris, écoutant le brouhaha joyeux des artistes de la Fondation qui commençaient leur journée. Mon héritage n'était pas la maison à Angers. Mon héritage, il était là, dans cette pièce. Dans le futur de Léa. Ma définition de la famille a changé. La famille, ce n'est pas forcément le sang que l'on partage.
Ce sont les gens qui vous élèvent. Pas ceux qui vous mettent au monde, mais ceux qui vous aident à grandir. Ce sont les gens qui vous soutiennent, qui voient votre lumière même quand vous êtes dans l'obscurité. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de s'accrocher. C'est de lâcher prise. Si vous avez écouté jusqu'au bout, si mon histoire résonne en vous, si vous aussi, vous avez dû vous battre contre votre propre famille, ou si vous avez dû vous éloigner de ceux qui vous faisaient sentir petit pour enfin trouver votre propre grandeur, alors cette histoire est pour vous. Partagez votre propre expérience dans les commentaires. Racontez-moi comment vous avez trouvé votre famille choisie, ou comment vous avez surmonté une trahison. Votre histoire pourrait être celle dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de s'en sortir. Merci infiniment de m'avoir écouté. C'était mon histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner, car il y a tant d'autres histoires qui méritent d'être racontées.